Quand on évoque l'Amérique, on pense Coca-Cola et la réciproque est vraie. Au pays de l'oncle Sam, ce soda est plus qu'une boisson. C'est une marque et un symbole du rêve américain. Aujourd'hui, le cola est vendu sur les 5 continents et dans près de 200 pays. Si la firme d'Atlanta est le leader incontesté depuis une dizaine d'années, sa recette est copiée ici et là. La France est devenue ainsi la terre des colas alternatifs, avec plus de 400 brevets déposés, des colas qui fleurbont le terroir. Pas de photo, pas de photo. Aujourd'hui, dégustation de Meu Cola. On a la Meuscotte avec nous aujourd'hui. Alors approchez-vous. Attention. Des techniques de marketing à l'américaine, un univers entre Disney et Coca-Cola, c'est la stratégie de Sébastien Belle-Étoile pour promouvoir son cola normand. En Bretagne, le Brest Cola se vend au rythme des bignoux. Il existe une quinzaine de colas régionaux et ça marche. Aujourd'hui, Coca-Cola était à 65, Pepsi à 5 et Brest Cola à 30. Donc on voit bien que c'est à Coca-Cola que Brest Cola a pris de la part de marché. Face à cette montée en puissance, comment réagissent les deux géants américains? Lors de notre enquête, Coca-Cola et Pepsi ont refusé nos demandes d'entretien. Mais Coca répond à sa manière. Dans l'Hexagone et en Corse, la marque rouge et blanc ajoute du bleu. Elle affirme qu'elle serait plus gauloise que les Gaulois. Il faut dire que les colas régionaux débarquent dans un secteur qui, rien qu'en France, représente à lui seul 2 milliards de litres de cola consommés chaque année. C'est ici, au cœur de l'Aveyron, que commence notre enquête. Plus précisément, dans la vallée du Lot. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Rodez. Sébastien Blaquière est un enfant du pays. Et s'il nous emmène sur ces 12 collines verdoyantes, c'est pour mieux affirmer l'identité de son cola. Ici, on a la rivière du Lot qui quitte le département de la Lozère, qui arrive dans celui de l'Aveyron, qui contourne Pomerol, un petit village fortifié, qui traverse la vallée du Lot pour arriver jusqu'à Saint-Geniès, juste sur la rive droite, contrefort de l'Aubrac et le plateau juste au-dessus. La nature, c'est l'argument phare de Sébastien. Sur les contreforts de l'Aubrac, au fond de la vallée, coule une rivière où il jouait enfant. Nous sommes sur une boralde, un affluent du Lot. C'est surtout l'un des principaux composants de son cola. Cette eau, c'est l'empreinte de nos boissons, de nos bières, de nos sodas. Il ne faut pas oublier que l'eau est la matière première la plus abondante dans nos réalisations, que ce soit en bière ou en limonade. On prendrait une autre eau, on aurait un goût différent, c'est évident. C'est vraiment notre carte d'identité, notre empreinte régionale. Il est là, le pari commercial de Sébastien. Mettre l'ADN de sa région dans sa bouteille. Les bulles de son cola, ce sont les traditions du pays, comme cette transhumance. Depuis des siècles, à Saint-Genièse, un village de plus de 2000 habitants, les bergers montent les bêtes dans les pâturages de l'Aubrac. Et c'est un événement et une fête pour toute la région. Si avec ses boissons, Coca-Cola vend le rêve américain, Sébastien, lui, c'est son terroir aveyronnais. Un terroir symbolisé notamment par ces belles vaches, réputées pour leur lait, et surtout pour cette fameuse viande de l'Aubrac. Comme le géant américain, Sébastien sait que le cola, c'est plus qu'une couleur et qu'un goût. C'est avant tout une image. On est vraiment, nous, sur une démarche différente. On a une alternative à Coca et à Pepsi. On n'est pas en rivalité. On veut apporter quelque chose de différent.
Et d'ailleurs, la gamme cola, on est en train de l'approfondir avec des produits à base de cola. Je ne dis pas que demain, notre cola sera noir. Probablement, il aura une autre couleur. Parce qu'on aura travaillé la noix de cola, on aura fait des associations pour faire quelque chose de différent. Différent, sûrement. Ici, on est loin de l'approche industrielle des poids lourds du secteur. Sébastien a lancé son cola dans cette brasserie artisanale. Pas de grand laboratoire ni de coffre-fort pour stocker la recette de son cola. Ici, quand on lui demande la formule de son cola, il nous emmène dans son bureau. Contrairement à son grand rival d'Atlanta, il n'a pas le culte du secret, ou à peine. Voilà la préparation qui nous sert à fabriquer le cola. C'est une base aromatique que nous avons mis au point en 2007, date à laquelle j'ai commencé à fabriquer le cola. Il y a plusieurs arômes, c'est un mélange d'arômes, vanille, muscade, caramel. La recette n'est pas secrète, c'est le savoir-faire qui est plutôt secret, les préparations. Et puis encore une fois, une des matières premières idéales pour nos sodas, c'est l'eau. Donc on peut fabriquer avec cet extrait le cola que nous avons n'importe où ailleurs, il sera différent de celui que nous produisons à Saint-Geniès. Son soda, Sébastien l'a baptisé Colt Cola. Un clin d'œil à son pays. En occitan, le Lot se dit Holt. C'est surtout un pied de nez au Grand Ouest américain. Car si vous ajoutez un C, vous obtenez Colt, comme le pistolet des cow-boys. Voilà, alors ici, on arrive sur le cycle de production. Je vais vous montrer mon outil de travail qui nous sert à fabriquer la bière et toutes les limonades. Les fermenteurs, ce sont dans ces cuves que l'on va faire la préparation du cola. Aujourd'hui, je vais faire 53 hectolitres par cuve. Pour se distinguer, l'Aveyronais dégaine un autre argument, plus naturel. Donc voilà le sucre de fruits que l'on utilise pour la fabrication de nos sodas, y compris pour le cola. Sucre de fruits, c'est le sucre extrait des fruits tombés au sol, donc impropre à la consommation, naturalité 100%. C'est le sucre qui a l'indice glycémique le plus bas du marché. L'eau de l'Aubrac est du sucre extrait des fruits tombés des arbres. Le marketing, là aussi, est parfaitement rodé. Aujourd'hui, sa petite entreprise réalise 600 000 € de chiffre d'affaires et affiche une croissance à 2 chiffres. 120 000 bouteilles de Colt Cola sortent chaque année de sa brasserie. Le jeune patron emploie 4 personnes. Il y a Pierre, le commercial qui met la main à la pâte, Xavier, le stagiaire, Damien, un autre enfant du pays, et Simon, un franc-comtois. L'ingénieur agronome est plutôt fier de fabriquer un cola alternatif. Nous, on cherche à faire quelque chose de différent, de vraiment goûteux, de savoureux. Et on se dit que finalement, en faisant des choses un peu plus simples, un peu plus naturelles, on arrive à contenter autant, voire plus nos clients que ces géants-là. Le carnet de commandes est plein. Du coup, Sébastien compte embaucher 2 autres personnes, car le travail ne manque pas. Il doit parer à tout incident, comme ici, lorsque l'étiqueteuse déraille. Il est aussi chauffeur-livreur. VRP, bref, il cumule les métiers pour mieux optimiser son activité. Et quand il le faut, il part pour livrer ses clients. En cette saison estivale, il doit être encore plus réactif. La transhumance draine de nombreux touristes. Il se rend ici à quelques kilomètres de Saint-Geniès, dans le village de Sainte-Eulalie-d'Olt. L'hôtel-restaurant qu'il va livrer se trouve sur la route des troupeaux et de leurs bergers. Bonjour. Bon, je te livre le cola pour la transhumance. J'espère qu'on aura du monde cette année. On a besoin de faire travailler tous les petits producteurs, que ce soit le Colt Cola, que ce soit tous les fromages aussi de l'Aveyron. Dans mon restaurant, quand on vient manger, on cherche à avoir des produits régionaux et pas des produits qui viennent d'ailleurs. Un beau discours, sauf qu'ici aussi, il faut savoir être pragmatique.
Le business, c'est le business. Je suis obligée puisque les gens, là, pour la plupart, si je leur dis Coca-Cola, ils vont me dire « Ah non, mais on ne connaît pas ». Alors, on peut défendre les produits régionaux et après, il faut quand même avoir les autres produits pour ceux qui ne veulent pas changer et rester dans la gamme des produits plus industriels. Santé au Coca-Cola. Dans ce village perdu au cœur de l'Aveyron, difficile d'échapper à la mondialisation. Et le slogan du géant Yankee porte ses fruits. Où que vous soyez, vous aurez toujours à portée de main une bouteille de Coca-Cola. Pour le moment, Sébastien prend des miettes du marché. Mais il continue de sillonner sa région pour convaincre tous les professionnels de la restauration de vendre son cola. Un pari délicat, car la concurrence est rude. Dans son bar, cet hôtelier ne vend plus de Colt Cola. Le Colt Cola, c'est un produit qui est bon, mais les gens se prêtent tout à fait au jeu et goûtent ce coca, mais ils reviennent toujours à l'autre, celui qui est le plus connu, même si, bon, donc promotionner ce produit, tout à fait, il faut, mais je pense qu'il faut avoir plus de communication pour arriver à le placer correctement. La publicité, le nerf de la guerre, impossible de réussir sans communiquer. Alors, quand on n'a pas les moyens, il faut être plus créatif. Nous partons à près d'1 millier de kilomètres de cette vallée du Lot, au nord-ouest de l'Hexagone. Nous sommes toujours au cœur de cette France rurale et authentique. En 2009, Sébastien Belle-Étoile invente en Normandie la Meucola. Aujourd'hui, direction Caen pour une séance de promotion. Le public qu'il doit convaincre, ce sont des étudiants en gestion et en marketing, le cœur de cible des vendeurs de cola. Pour les séduire, il a une arme imparable et peu de temps pour se préparer. C'est dans les toilettes de l'école qu'il dévoile sa technique et sa mascotte. Ce jour-là, c'est sa petite amie qui se transforme. Attention les cheveux. En moins de 10 minutes, elle entre dans la peau d'une vache normande. Bon, je crois que c'est par là. Allez, on y va. Pas de photo, pas de photo. Aujourd'hui, dégustation de Meucola. On a la Meuscotte avec nous aujourd'hui. Alors approchez-vous. Du marketing à l'américaine, entre Disney et Coca-Cola, sa vache est sympathique et ça Allez, marche. c'est parti. Oula. Allez, servez-vous. C'est pas souvent qu'on fait du gratos. Alors, est-ce que c'est bon? Oui, c'est très très bon. Merci. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Sébastien, je suis le Meu in Black. Par contre, la photo, c'est 15 $. Hein. Donc, je prends par carte, par chèque, espèce. Voilà, câlin gratuit, voilà. Voilà. Voilà, demoiselle. Hop là. Donc, c'est un cola meuson. Il est plus citronné et en fait, il est plus caramélisé. Parce qu'en fait, c'est du sucre de canne. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus rond en bouche. En fait, voilà. Moi, j'aime bien. Ouais. Bon, et sans caféine. Ah. Est-ce que tu peux pas avoir de caféine ou... Ça va, c'est pas mal. Non? Pas du tout, je suis cardiaque. Ah, d'accord. Eh ben, il n'y a pas de caféine. Eh, c'est la première fois de ma vie que je peux boire un coca. Ben voilà. C'est génial. Et c'est comment? Fantastique. Non, franchement, c'est super bon. C'est trop bien. Hop, attention. Attention. Lui aussi vend l'identité régionale. Il joue sur un humour décalé, à l'image du folklore local porté par le carnaval de Granville. En Normandie, on est dans une région où voilà, c'est le carnaval de Granville, c'est le décalage, c'est savoir dire les choses d'une façon humoristique, un peu sarcastique. Allez, on se pousse un peu, on se pousse un peu. C'est une parodie, moi, en fait, que j'ai créée. Bon, c'est pas du cola, hein. Eh ben, vas-y, prends une photo avec la vache.
Alors il faut créer l'interaction avec le public. Il faut l'amuser maintenant, il faut faire beaucoup de choses pour vendre sa boisson. Bonne journée. L'objectif pour vous, c'est de concurrencer les autres colas régionaux ou les multinationales américaines? Non, les colas régionaux, c'est pas des concurrents, c'est des collègues. Après, voilà, on est tous plus ou moins avancés dans une certaine démarche, mais je pense qu'il y a beaucoup d'emplois à créer en piratant Coca-Cola. Pour lancer son cola, Sébastien a pris des risques. En 2009, il quitte son travail, il emprunte de l'argent à la banque et hypothèque sa maison. Un pari audacieux, mais le jeune entrepreneur est ambitieux et il a de la suite dans les idées. Il nous entraîne ici, sur les plages du débarquement. Une manière de nous rappeler que l'histoire de Coca-Cola en Europe a démarré sur les côtes lorsque les GIs ont libéré la France et offert en cadeau le rêve américain et leurs produits qui vont inonder la planète. En fait, on est en Normandie. Les Américains ont débarqué en Normandie. Clairement, il y a une culture, il y a le jazz, le chewing-gum, et puis il y a Coca-Cola. Donc nous, on se le réapproprie, et puis voilà, chacun avec sa propre identité et puis ses propres opinions. Et du coup, voilà, on se réapproprie une boisson qui vient d'ailleurs pour pouvoir créer notre activité économique. Une activité économique encore modeste. Son chiffre d'affaires n'est que de 150 000 € par an. Pas de quoi faire peur aux mastodontes américains, mais c'est un début. On grignote, oui, écoutez, je pense qu'il y a suffisamment de place pour tout le monde et que maintenant, faut, voilà, si je peux en prendre 1%, 2% ou 10%, voilà. La Normandie, c'est le point de départ de la conquête de Coca-Cola sur le vieux continent. Here's the real story. Coca-Cola was invented right here in the city of Atlanta over 100 years ago. Tout a vraiment commencé à la fin du 19e siècle, comme le montre ce film d'animation réalisé par le géant d'Atlanta. Back in 1886, a pharmacist named John Pemberton was experimenting with a new recipe. Coca construit lui-même sa légende. And boiled them into a syrup. Le pharmacien profite alors de la prohibition pour imposer son nouveau breuvage. Dr. Pemberton never imagined the incredible future of his creations. Au début, la boisson est présentée comme un remontant qui redonne du tonus. Like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees. Très vite, Coca abandonne ce créneau pour vendre du rêve et du bonheur. Témoin, ce clip qui dégouline de joie. Toutes les ethnies du monde ou presque avec une bouteille Coca dans la langue de son pays. La firme américaine fait même une OPA sur le Père Noël. Si les enfants du monde entier le voient en rouge et blanc, c'est à cause de Coca, un des plus jolis coups marketing de l'histoire. Ce Père Noël est une ordure car il déteste Pepsi, son plus vieil ennemi. Un concurrent historique qui, pour exister, se paye les plus belles voix du moment, Beyoncé et Britney Spears. Entre ces deux-là, la guerre est impitoyable. Mais à la fin, il n'y a qu'un vainqueur, comme en témoigne ce film d'animation. Plus d'un siècle après sa création, la marque rouge et blanc fait des émules, surtout en France. Avec ses 400 recettes déposées, le pays du Bordeaux et du Bourgogne est celui qui conteste le plus l'hégémonie américaine. Un bon filon qui profite pour le moment à une quinzaine de colas régionaux. Même Paris a son propre cola. Le phénomène est tellement important que le magazine 60 millions de consommateurs a réalisé une enquête sur le sujet. Avec une question, ces nouveaux colas peuvent-ils faire trembler le colosse américain? Pour Thomas Laurenceau, rédacteur en chef du magazine,
La réponse est claire. Coca-Cola ne peut pas avoir peur des colas régionaux. Coca-Cola a peut-être plus de soucis à se faire avec les colas des distributeurs des supermarchés, mais même il a appris à vivre avec et ça se passe bien, ils se sont répartis le marché. De toute manière, les deux grandes marques mondiales et surtout Coca-Cola a une telle puissance que non, il ne peut pas avoir peur. À la limite, le fait qu'il y ait une émergence de petits colas, ça valorise le cola en général et le leader va en profiter. Non, on ne peut pas faire peur à Coca-Cola. Aujourd'hui, les colas des marques de distributeurs, c'est 16% du marché, très loin derrière Coca. Le leader n'aurait-il peur de personne? En France, il existe pourtant bien un concurrent qui menace le géant d'Atlanta. L'irréductible gaulois est installé au cœur de la Bretagne. En 12 ans, le cola breton a pris du poids et des parts de marché. L'histoire commence dans une taverne située à Lorient. C'est ici qu'en 2002, Stéphane Kerdaudet lance symboliquement son soda. La taverne du Roi Morvan est un haut lieu de l'identité bretonne. Et Stéphane Kerdaudet est un brasseur fier de ses origines. Ça va? Tu vas bien? Ça va? C'est un lieu emblématique de la culture bretonne. C'est ici que ça a commencé, nous, pour la brasserie Lancelot. C'est ici que, moi, quand j'ai démarré, mon premier client, un soir, c'était ici, à peu près à cette heure-ci. Quelques années plus tard, quand on a lancé le Brace Cola, en 2002, pour moi, ça a été une évidence que le lancement, la conférence de presse, se passerait ici. Ici, et nulle part ailleurs. Mais un tel lancement n'aurait pas marché sans la patronne. Irène défend la culture et les produits 100% bretons. Dans son bar, les autres colas n'ont pas leur place. Quand on est breton, comme nous sommes bretons, avoir un produit américain qui devient breton, on accrochait dedans tout de suite. On l'a imposé à nos clients. Voilà. On nous demandait autre chose. On disait, non, on a du Brace Cola. Et puis, petit à petit, certains ont râlé, préféraient l'autre. Et puis finalement, maintenant, on ne nous demande plus que du Brace Cola. Irène est bretonne jusqu'au bout des ongles. Ça ne me dérange pas qu'on me dise que je suis chauvine, du tout. Non, je suis bretonne, pure bretonne. Donc, quelque part, je suis fière de porter un produit breton. Je sais qu'aujourd'hui, en France, il y a plein de Brace Cola, Corsica Cola, Ch'ti Cola. C'est très bien, c'est très bien. Mon premier client, c'était des vrais sympathisants de la cause bretonne. Aujourd'hui, je dirais tant mieux pour nous, le spectre s'est ouvert parce qu'il y a plus de monde à être sensible à un développement local, à une consommation locale. Mais s'il n'y avait pas eu des clients comme Irène, aujourd'hui, on ne serait pas là. Pas là, c'est-à-dire au stade industriel. C'est ici, en 2010, à Domanier, dans le département d'Ille-et-Vilaine, que Stéphane a installé sa ligne de fabrication. Sa société produit autant les bouteilles en verre qu'en plastique. Un investissement important. Stéphane Kerdaudet n'avait pas suffisamment d'argent, alors il a eu l'idée d'un partenariat avec un producteur breton de cidre. Je lui ai proposé de faire ce que j'appelle moi un covoiturage industriel, c'est-à-dire investir conjointement dans certaines machines qui permettaient, en s'associant, d'avoir une ligne performante à un coût moindre. Grâce à cette solidarité bretonne, Stéphane est parti à l'assaut de la grande distribution. Ici, sur cette usine, nous sommes sur une cadence, en ce qui concerne la bouteille, de 1,5 litre, de 8000 bouteilles par heure sur la période dite normale et sur la période estivale. Donc on est capable de sortir plus de 150 000 bouteilles par jour et on fait 15 millions de bouteilles par an. Ici, le rythme et la cadence n'ont rien à voir avec les colas aveyronnais ou normands. En investissant plus de 2,5 millions d'euros dans cette usine, le cola breton entre par la petite porte dans la cour des grands. On a mis au point notre propre recette, ça nous a pris près de 9 mois. On n'a pas fait de test consommateur, on n'a pas fait de test de dégustation. Notre panel de testeurs était tout simplement nos amis, notre famille. Et une fois qu'on a réussi à mettre notre propre recette, voilà, on l'a mis sur le marché. Donc c'est vraiment une recette spécifique, c'est pas un copier-coller d'autres colas qui existent sur le marché. À première vue, pas de différence avec les colas traditionnels,
Même couleur, même parfum. La différence, selon le fabricant breton, est ailleurs. C'est les dosages, c'est aussi ce qu'on en recherche en termes de produits finis. Donc l'acidité qu'on veut retrouver, la perception sucrée qu'on veut retrouver. Notre cola est souvent identifié comme un cola qui a une note caramel plus prononcée, une gazéification, donc une bulle un peu plus fine. Une recette inédite, des investissements importants, mais les résultats sont-ils à la hauteur? Benoît Moreau est le rédacteur en chef d'une revue spécialisée dans les boissons. Pour lui, pour avoir une idée du poids de Brescola, il faut aller vérifier sur le terrain. Dans ce supermarché de la banlieue de Rennes, tous les produits régionaux sont placés dans un rayon clairement identifié. Alors au tout début, Brescola, quand ils sont arrivés en grande distribution, était plutôt dans ce genre de rayons. Ce sont des rayons qui sont dédiés aux produits régionaux. Donc ici, nous sommes dans un magasin breton, donc pour les dédiés aux produits bretons. Et tout le travail qui a été mené par Brescola, c'est de sortir de ce côté trop ethnique, j'ai envie de dire trop régionaliste, trop étriqué, puisque vous voyez, il n'y a pas grand monde dans ce type de rayon, parce que la fréquentation n'est pas la même que dans un rayon liquide normal. Donc ils ont travaillé pour intégrer progressivement les linéaires aux côtés donc, du grand leader Coca-Cola. Et le travail paye. Quand Brescola est arrivé, ils n'avaient pas cette place-là. Aujourd'hui, vous regardez, c'est grosso modo la deuxième marque à avoir de la place, en tout cas en surface d'exposition pour le consommateur. Mais il a pu acquérir cette place, ou en tout cas autant de place, au fur et à mesure que ses ventes ont progressé. Aujourd'hui, Brescola est sur, en tout cas, la Bretagne, et la deuxième marque juste après le géant Coca-Cola, devant Pepsi. Chaque année, dans ce supermarché, Coca, avec 26 000 bouteilles vendues, arrive en tête des ventes, suivi de Brest, 10 000, et Pepsi, avec seulement 5 000 bouteilles. J'ai appris qu'il y allait y avoir des changements dans le rayon, que Brescola allait intégrer l'entrée de la catégorie. Oui, c'est vrai, oui. Bon, pour chercher à développer nos ventes, c'est un test certainement, mais à terme, effectivement, dans les mois à venir, le Brescola sera en entrée de rayon. L'entrée du rayon, c'est un endroit stratégique, puisque dans le lieu de passage, tous les clients qui viennent acheter du cola passent par ici. Donc ça veut dire qu'éventuellement, ceux qui jusqu'à maintenant s'arrêtaient ici et ne connaissaient pas forcément le Brescola pourront tenter éventuellement de prendre du Brescola et de repartir avec du Brescola plutôt avec du Coca. Pourquoi vous avez choisi le Brescola? Il a quasiment le même goût et il est bon, c'est tout, ça me suffit. Et il est breton? Aussi, ouais. Des arguments qui portent autant à la taverne du Roi Morvan que dans les grandes surfaces. Mais qu'en est-il auprès des consommateurs? Nous sommes allés dans un café de Vannes où se retrouvent lycéens et étudiants. C'est typiquement breton. On sent vraiment la petite touche bretonne sur le Coca-Cola. Et moi je suis fier qu'il y ait un Coca-Cola qui s'appelle Brescola. Tout le monde parle toujours des États-Unis comme de la superpuissance, donc de savoir qu'on les bat, là, nous la petite Bretagne, c'est vrai que c'est cool. Damer le pion aux Américains, même s'il s'en défend, c'est le credo de Stéphane Cardaudet, qui n'oublie jamais de rappeler ses origines. C'est aujourd'hui son atout principal. Quand on va me demander d'où je viens, je ne vais pas dire je viens d'Europe ou je viens de France. Je dis je viens de Bretagne, puis après j'affine encore et je dis moi je suis finistérien, je viens du Finistère Nord, un département de la Bretagne. Et voilà, chacun a besoin dans cette société où on perd nos repères de dire d'où il vient. Et ça, c'est la force aussi des produits locaux et régionaux, d'appuyer et d'aider les gens à garder et retrouver leurs racines. Une origine contrôlée qui est aussi un argument pour faire du business. À chaque étape de son développement, Stéphane mise sur son réseau 100% breton. Jusqu'à son distributeur. La société est installée à Auray, dans le Morbihan. Frédéric Pouliken est le directeur de cette entreprise qui emploie 110 personnes. Un breton qui, il faut l'avouer, n'a pas tout de suite adhéré au projet du Brescola. Mais c'était il y a 12 ans, et depuis, du cola coulé sous les ponts. Ouais. La première fois que Stéphane est venu nous présenter son projet autour de Brescola, très sincèrement, on l'a pris d'abord comme une histoire plutôt rigolote. Et la première reconnaissance que Brescola a eue, c'est par la qualité de ce qu'il y avait dans la bouteille.
Une qualité essentielle mais pas suffisante. Dans cet environnement hyper concurrentiel, il faut savoir frapper aux bonnes portes et rappeler parfois d'où l'on vient. Les racines communes, ça peut aider dans le business. On a une vraie volonté aussi, nous, d'aider au développement des entreprises locales. Donc, vous savez aussi aujourd'hui que dans un métier comme le nôtre de distribution, le coût de transport est un point important dans la valeur du produit. Donc, le fait aussi d'aider au développement d'entreprises proches de chez nous va dans le bon sens. Un engagement identitaire qui fonctionne. La preuve en chiffres. Au moment où Brescola s'est lancé, Coca-Cola avait 95% de part de marché chez nous et Pepsi-Cola 5%. Aujourd'hui, Coca-Cola était à 65, Pepsi à 5 et Brescola à 30. Donc on voit bien que c'est à Coca-Cola que Brescola a pris de la part de marché. Pepsi inexistant ou presque. Coca-Cola qui perd un tiers de son chiffre d'affaires. Brescola qui s'affirme et confirme qu'il est un vrai concurrent pour les colas américains. Quand on est dans une situation où on a, comme à une période, 95% de part de marché, et quand aujourd'hui on en a 65%, on est dans une optique offensive, de reprendre de la part de marché. On n'est pas dans la même position. On s'est positionné comme une marque. On n'a jamais été perçu comme une marque distributeur au premier prix. Dès le départ, on s'est positionné comme une vraie marque. Le cola breton n'a pas froid aux yeux. Il défie le soda américain sur son terrain. Le Brescola et le Coca-Cola sont quasiment au même prix, soit le double des colas fabriqués par les grandes enseignes de distribution. La guerre se fera-t-elle sur les prix ou ailleurs? Ce n'est pas une approche autour du tarif, c'est dans notre métier du café, hôtel, restaurant, il y a aussi une approche autour de la manière de théâtraliser la vente du produit, la manière de la mettre en avant. C'est plus sur des moyens, c'est plus sur une volonté de nous redonner nous aussi une motivation à mettre leurs produits en avant. Voilà, donc moi, à mes yeux, je suis totalement gagnant dans cette histoire puisque je retrouve des fournisseurs qui ont faim. En Bretagne, le géant d'Atlanta retrouve de l'appétit. Son concurrent local lui ferait-il peur? En juin 2010, pour la première fois de son histoire, Coca imagine cette publicité, spécialement adaptée au public breton. Surprenant, les symboles bretons sont noyés dans le code couleur de Coca. Le résultat est brouillon, mais il incarne ici une nouvelle stratégie pour le leader américain. On voit ici, à l'époque, donc c'est le directeur régional qui présente sa nouvelle communication avec ce terme Degemermat. Je ne suis pas tout à fait bretonnant, mais en gros, ça veut dire bienvenue. Et ça va aller un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a à destination là, des sauveteurs en mer. Donc là, si on reste sur la Bretagne et son lien avec la mer, toute une communication avec le Guanadou qui va être fait là, le Triskel, le petit breton. Donc on est vraiment dans une action qui était à destination des Bretons avec une communication adaptée à la Bretagne. Une contre-attaque qui ne rencontre pas un franc succès auprès des consommateurs bretons. Et ce ne sont pas les seuls à se détourner de la marque. Les événements où Coca était jusque-là très présent se laissent séduire par le concurrent breton. Des festivals de musique comme les Vieilles Charrues ou le festival interceltique de Lorient passent à l'ennemi. Stéphane Kerdaudet investit tous azimuts sur ce créneau de la culture typiquement bretonne. Mais ces petites victoires ne peuvent cacher le rouleau compresseur que constitue la marque américaine. La force de Coca-Cola, c'est quoi? C'est une machine à créer de l'émotion. Jean-Noël Capferrer est un spécialiste mondialement reconnu des grandes marques et de leur stratégie. Ils vont être le principal sponsor de la FIFA au Brésil. Ils sont le principal sponsor, comment dirais-je, des Jeux Olympiques. Donc ils sont là quand il y a des moments émotionnels extrêmement forts. Et même quand on est breton, on regarde le foot. Même quand on est du Sud-Ouest, on va regarder, comment dirais-je, la Fed Cup, on va regarder la Coupe d'Europe de rugby, etc. Voilà. Bon. Donc, d'une certaine façon, c'est une machine à se sourcer à l'émotion mondiale. Et les émotions mondiales sont très fortes. Donc il combat une émotion locale par une émotion mondiale. Et on oublie la machine. On n'est plus que dans l'émotion. Salut Stéphane. Ça va? Stéphane Kerdaudet surfe également sur cette émotion, mais à son niveau. Quand il s'investit dans le sport le plus populaire, c'est au niveau local. Ça va, ça va. Il n'y a même pas un Brescola ici. Mais t'en bois pas beaucoup. Bois plus de bière.
Partenaire depuis des années du club de Vannes, en 2014, alors que le club est menacé de rétrograder, il en devient le président. Ce jour-là, la tension est palpable. Il faut absolument une victoire. Malgré ce but, son équipe fait match nul. Le club descend d'une division. Mais non, mais on est depuis le début, la fédération veut nous sortir de là. Voilà. Mais le président peste, il ne s'avoue jamais vaincu. Sur un terrain de foot comme dans sa vie professionnelle, il veut toujours l'emporter. L'Armoricain pourrait-il un jour déstabiliser l'Américain? Pourquoi pas? C'est une histoire de temps et de goût. Justement, à ce stade de notre enquête, il est important de savoir si les colas régionaux se distinguent vraiment de leur modèle américain. Mais tout d'abord, qu'y a-t-il dans les colas? Pour 1 litre, il faut en moyenne 19 sucres, de l'eau, des additifs et surtout une bonne dose de marketing et de publicité. Pour poursuivre le test, nous allons voir un sommelier. Emmanuel Delmas travaille pour les plus grands restaurants et palaces parisiens. Nous lui proposons une dégustation à l'aveugle. De gauche à droite, le Colt Cola, la Meu Cola, le Coca-Cola et enfin le Braise Cola. Quand on prend un soda, c'est très simple, hein. On a 1 ou 2 saveurs pour la ligne. Le sucre qui est plus ou moins plombant. Très clairement, quand on déguste un vin, on a beaucoup plus de dimensions à tout le niveau. Et en termes d'expression aromatique, en termes de saveur, en termes de persistance. Au nez, il a du mal à identifier le Coca-Cola. Celui-ci, il est vraiment très plus côté caramel, un peu marqué. Donc clairement, celui-ci me fait tout de suite penser au Coca-Cola. Les autres, on est plus sur le côté au nez. Hein. Je parle juste au nez, hein, parce que je ne sais pas goûter. Après quelques minutes d'hésitation, il fait son choix. Ouais, ça c'est le Coca. Et il y a un côté beaucoup plus citronné, hein, sur celui-ci. Du coup, c'est plus frais, ça. C'est pas mal, ça. C'est moins plombant. C'est différent. Celui-ci est différent parce que là, c'est l'acidité qui est dominante. Là, on est sur l'amertume, en fait. C'est un peu plus amer. Donc les amertumes, on les ressent un peu sur le fin de la bouche. Et c'est vrai que ça permet aussi de donner un sursaut en termes de persistance, donc ça reste relativement longtemps en bouche. Ces deux-là sont peut-être ceux que j'estime avec un peu plus de charme, c'est tout. Surprise, le plus connu n'est pas forcément celui qu'il préfère. Son choix se porte sur les petits poussés. Allez. Là, il est un peu plus citronné celui-là. Hein. Moi, j'aime bien celui-là. Pour Jean-Noël Capferrer, l'image que véhicule le cola régional est plus importante que le goût. À une époque où on parle beaucoup de mondialisation, d'homogénéisation du goût, etc., le retour de la région, c'est la bonne nouvelle de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Alors les colas régionaux ne sont pas une résistance au goût, puisque ce n'est pas un cola au Roquefort. C'est très important. En gros, ces produits régionaux se mettent, c'est très intéressant, on est très loin du produit terroir que personne ne mange plus. On est sur le goût dominant mondial. C'est-à-dire qu'on va prendre le produit le plus bu dans le monde, parce que c'est le goût qui est préféré dans le monde, qui est le cola. Et on va lui apporter une touche identitaire qui ne consiste pas à le rendre imbuvable, mais qui consiste à lui apporter un sens local. Retour sur les plages de Normandie. Pour le fabricant de la Meu Cola, le sens local a un petit goût de revanche sur Coca-Cola. Dans
Donc voilà, ça c'est vraiment les dernières machines des limonadiers qui ont complètement disparu après l'arrivée de Coca-Cola dans les années 50. Et il y a encore la limonade dedans. Il y avait un tissu économique qui existait dans toute la France du métier de limonadier et qui a quasiment disparu suite à l'arrivée de cette boisson. Et puis voilà, ça c'est pareil, c'est une étiqueteuse. Et ça c'est pareil, c'est une capsuleuse. Et puis par contre, voilà, donc là c'est le retour, la revanche des limonadiers. Donc là, on relance une ligne beaucoup plus modernisée. Et c'est avec ça qu'on va faire un petit peu de concurrence à Coca-Cola. Voilà. Si le sommelier choisit la Meucola, c'est d'abord qu'elle se distingue par son caractère et ce petit goût citronné. Nous avons donc voulu percer le secret de fabrication et connaître quels sont les ingrédients qui la composent. Surprise, dans un coin de l'usine, un tas de sacs empilés. À l'intérieur, du sucre qui ne vient pas des plaines de Normandie, mais de l'île Maurice. Donc moi j'ai fait le choix d'utiliser que du sucre de canne. Voilà. La Normandie c'est l'Amérique du Nord, c'est les Vikings, c'est le commerce. Donc voilà, on dit que les Normands ont été partout dans le monde et du coup voilà, nous je vois pas pourquoi on n'utiliserait que des matières premières locales. Donc là, du sucre de canne issu du commerce équitable. Il y a une démarche de développement durable. Après, pourquoi pas faire du sucre de betterave local, mais je sais que sur le plan de l'empreinte écologique, c'est plus impactant. Donc voilà comment je justifie mon choix. Donc là, on peut remettre un peu de gaz. Ouais. Non, c'est du fond. Ouais. Du sucre qui provient de l'île Maurice, de l'eau du robinet, une recette inédite avec un zeste de citron, voilà pour la recette. Mais quand on évoque la fabrication, nouvelle surprise. Les bouteilles d'1,5 litre que l'on trouve dans les supermarchés ne sont pas fabriquées en Normandie. Pour le consommateur, il faut déchiffrer l'étiquette. C'est écrit en tout petit. Moi je travaille sur une ligne verre, mais je peux quand même faire de l'aluminium avec, et j'en fais un peu. Et après, tout ce qui est plastique, je fais fabriquer par un sous-traitant. Voilà. Donc c'est à Cholet. En fait, c'est mentionné c'est mentionné dans l'étiquette. Il y a toujours le numéro d'emballeur avec son département. Donc en fait, ça c'est une obligation légale. Vous écrivez fabriqué pas loin. Là, j'écris fabriqué pas loin, exactement. Et pas loin, c'est déjà loin de la Normandie. Cholet, dans les Pays de la Loire, à plus de 270 km des bocages normands. Il y a beaucoup de colas régionaux qui se font produire à Cholet. Alors il y a beaucoup de colas régionaux qui sont produits à Cholet. Moi ma différence c'est que je fabrique mon propre concentré. Contrairement aux autres qui font tout faire je pense. Moi j'ai ma propre recette dont Cholet ne maîtrise pas du tout en fait. Le cola normand est-il le seul cola régional à être fabriqué loin de sa région d'origine? Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à avoir enquêté sur le sujet. Nous, quand on avait enquêté sur le sujet il y a un peu plus d'1 an, on avait réussi par recoupement à trouver un certain nombre de colas régionaux fabriqués à Cholet. Il y avait le cola Ardèche, le Poitou Cola, le Vendée Cola, le Paris Cola, c'est comme ça qu'il s'appelle, le Paris Cola, et avait été fabriqué à Cholet. L'enquête du magazine a été réalisée en 2012. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons tenté d'en savoir plus sur cette usine basée à Cholet. Nous avons cherché à obtenir la liste de tous les colas produits par cette société. Au bout du fil, l'un de ses responsables. Oui, bonjour, c'est le journaliste de France 5. Vous pourriez me dire combien de colas régionaux vous fabriquez dans votre usine? Ça, je peux pas vous le dire. Mais vous n'avez rien à cacher? Alors, peut-être que si, d'ailleurs, on a peut-être des choses à cacher. Fin de non-recevoir. Nous sommes allés voir sur le site de l'entreprise. Tout est expliqué sur le mode de fabrication, mais rien sur les clients. C'est pas le fabricant qui est en cause, c'est la marque qui contractuellement a dit « je veux bien que tu me fasses mon cola régional, mais
Tu ne dois pas révéler que tu le fais. Et il y a un contrat. Et il y a un contrat, mais ça se pratique partout dans l'agroalimentaire. Difficile d'en savoir plus, le secret est jalousement gardé. En revanche, l'usine dispose d'un laboratoire. La siroperie a pour tâche la préparation des bases des soft drinks. Une siroperie, c'est un lieu où l'on fabrique entre autres les recettes du cola. Nous contactons de nouveau les responsables de l'usine. Comme notre activité, nous, c'est d'être des sous-traitants, des industriels au service de marques, c'est aux marques aux marques de cola régionaux de répondre à vos questions. Voilà, je ne voudrais pas engager la voix de nos clients sur ces sujets-là. 160 millions de bouteilles de soda par an. Ses clients, les colas régionaux, mais aussi les marques de grands distributeurs. Et vous êtes des briseurs de rêves, évidemment. Mais évidemment qu'ils ne veulent pas vous parler. Le cola, c'est du rêve. Chez Coca-Cola, c'est du rêve. Chez les colas régionaux, c'est du rêve aussi. Si vous levez le coin du voile, ça ne marche plus. Avec le succès, Brescola, le soda breton, lui, a pu fabriquer ses bouteilles plastiques en Bretagne. Avant, il sous-traitait à l'usine de Cholet. Produire lui-même ses bouteilles plastiques, c'est l'objectif également de Sébastien Bellétoile. J'aimerais bien faire autrement, mais malheureusement, quand on se lance mais qu'on n'a pas forcément les finances des grandes firmes, il faut bien trouver des alternatives. Et qu'en est-il du géant américain? Comme l'usine de Cholet, Coca refuse aussi de nous ouvrir ses portes. Mais pendant notre enquête, il communique dans les plus grands médias. Il affirme employer plus de 2500 personnes. Et surprise, Coca vante également son Made in France. 5 usines d'embouteillage dans l'Hexagone et une en Corse. Quand on voit qu'il y a la moitié des colas régionaux qui sont tous faits dans la même usine de Cholet, on dit n'exagérez pas les gars quoi. Et c'est vrai, à cela d'ailleurs Coca-Cola a beau jeu de répondre ben oui mais moi mon Coca-Cola il est plus corse que le Corsica Cola parce que moi je l'embouteille bien en Corse. Et c'est sur l'île qu'en avril 2014, l'une des responsables de la compagnie accepte de parler. Elle répond à une journaliste de France 3. La Coca-Cola Company, quand elle a décidé de s'exporter et d'aller dans différents pays, on est présent dans 200 pays aujourd'hui, elle a toujours décidé de venir et d'utiliser sur place les embouteilleurs locaux, c'est-à-dire ceux qui fabriquent et qui commercialisent nos produits, et de travailler localement. Donc on est toujours à moins de 150 km de notre consommateur. Au fond, Coca-Cola, d'une certaine manière, est plus gaulois que d'autres colas régionaux. La stratégie du géant mondial est de ne jamais montrer qu'il a des concurrents, quelle que soit leur taille. Pour le PDG de Brescola, l'irréductible gaulois, l'idée est de poursuivre la conquête du marché français. Et cela tombe bien, car il y a un lieu où l'on trouve en grand nombre des chapeaux ronds, ces Bretons de Paris. Les bigoudins à l'assaut de la capitale et en Djipouili. Stéphane Kerdodé détourne l'un des symboles américains pour annoncer le débarquement de sa boisson. Et là encore, il compte sur le réseau pour séduire les 1,5 million de Bretons qui vivent en Île-de-France. Thierry Cotillard est le directeur d'un supermarché d'Île-de-France et forcément, il est breton. On s'est rencontrés, on a déjeuné ensemble, le climat est passé. Et en tant que breton d'origine aussi qu'il est, ça a aidé les choses. Et puis il a eu envie de nous donner un coup de main. Ça répond à une vraie attente des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre régionale, c'est une alternative à tout ce que proposent les mastodontes, les multinationales. On a un vrai bilan parce que ça fait un peu plus d'1 an. On est un peu au-dessus de ce qu'on avait prévu. Donc là où ça fait 15% en Bretagne, on est plutôt de l'ordre de 4-5%. Donc c'est quand même plusieurs centaines de produits dans ce point de vente qui sortent. Et au total des X points de vente de la région parisienne, c'est des milliers de canettes et de bouteilles qui sont vendues à des Parisiens, quoi. Donc nous on est contents. D'ailleurs, si ça n'avait pas été concluant, on s'était dit qu'au bout de 6 mois, on allait arrêter. Pourquoi vous choisissez celle-ci ? Parce que c'est la marque la plus connue, donc voilà, par réflexe en fait. Voilà. Et le cola régional qui est juste à côté, ça vous intéresse pas ? Non, les sous-marques, généralement, je me méfie en fait. Alors aujourd'hui, effectivement, ça pèse en région parisienne pas assez pour pouvoir négocier fortement avec ces multinationales. Mais demain, si ces marques régionales prennent un poids encore plus important, ce sera une vraie alternative. Et donc ça nous permet, nous, d'améliorer les conditions et d'achat et demain de vente pour nos consommateurs.
Pour les colas régionaux, la réussite passe forcément par Paris. Paris, capitale des régions où l'on trouve plus de 300 000 Aveyronnais. C'est plus que le nombre d'habitants dans l'Aveyron. Pour vendre son Colt Cola, Sébastien Blaquer dispose de relais par milliers. Eh bien Michel, bon plat. Et tu vas bien? Bon plat. Pays? Du pays en direct. Ouais. Il y aurait aujourd'hui près de 6000 cafés, brasseries et hôtels aux mains d'Aveyronnais, dignes héritiers des Bougnats, ces vendeurs de charbon et de bois montés au siècle dernier à la capitale. Mais pour conquérir Paris et le reste du monde, il faut aller dans les endroits les plus branchés comme le Perchoir, un bar-terrasse avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Les Parisiens sont très sensibles à la naturalité des produits, au goût. Ils sont très demandeurs et à travers nos produits, on leur offre, on satisfait leurs exigences. Une exigence que le patron des barman connaît bien. Il sait que sa clientèle est toujours à l'affût des produits authentiques, made in France. C'est toujours intéressant de se dire qu'on développe autre chose qu'une multinationale ou qu'une activité beaucoup plus grosse. On a un pourcentage de vente qui doit représenter à peu près 20% pour le Coca-Cola Zéro et après on repasse directement au Cola Colt qui lui représente le restant 80%. Donc non, c'est une belle réussite. C'était pas mal. Paris, c'est aussi une marche pour d'autres capitales européennes. Londres est pas très loin, les États-Unis, le Japon. De la visibilité à Paris, c'est important. Des artisans aux multinationales, tous veulent inonder le monde de leur cola. C'est celui qui vendra la meilleure histoire qui remportera la partie. À moins que le consommateur finisse par se lasser et qu'il sonne la fin de la guerre des colas en cessant d'acheter du rêve en sucre.